En juin 1985, un scout de 15 ans nommé Marco Aurelio Simone a disparu lors d'une randonnée de groupe sur la montagne Pico dos Marins au Brésil. Ça a été le début de la plus grosse opération de recherche dans l'histoire du pays, et surtout d'une énigme avec des détails très étranges qui restent encore irrésolus à ce jour. Et je vais tout vous raconter en détail après ceci. Comme annoncé, on va parler aujourd'hui d'une affaire très mystérieuse et complètement inconnue en France, la disparition de Marco Aurelio Simone. C'est un cold case très célèbre au Brésil et une affaire de disparition de la nature passionnante, mais assez déroutante. Il est difficile de se faire un avis définitif et je dois dire que ça faisait longtemps que je n'étais pas tombé sur une affaire aussi compliquée. C'est un dossier qui est très complexe, il y a vraiment de quoi se faire des nœuds au cerveau, il y a beaucoup de détails bizarres, de nombreuses théories et il y a même eu des rebondissements très récemment. Cette vidéo n'a pas forcément été très facile à préparer parce qu'on peut lire différentes choses sur cette histoire, il y a même des petites versions différentes qui circulent. Moi j'ai essayé vraiment de me baser au maximum sur les témoignages des différents participants afin d'essayer de reconstituer les événements. Mais assez parlé, plongeons maintenant ensemble dans ce mystère. Partons à Sao Paulo, la ville la plus peuplée du Brésil, située au sud-est du pays. C'est dans cette cité immense et tentaculaire que vit la famille Simone en 1985. Né le 16 juin 1970, Marco Aurelio Simone vit à Sao Paulo avec ses parents, sa sœur aînée et ses 3 frères. Et Marco Aurelio a une particularité. Il a un frère jumeau nommé Marco Antonio. Mais pour eux, la vie n'a pas commencé de manière facile. Ils sont nés prématurément et ont eu d'importants problèmes de santé. Marco a notamment souffert de paralysie, et Marco Aurelio a subi de nombreuses opérations. Il a même dû rester plus d'1 mois à l'hôpital. Mais malgré ces ennuis précoces, les 2 jumeaux ont quand même réussi à se renforcer et ils ont aussi réussi à mener une existence normale. À force d'efforts, les 2 frères ont pu faire du sport comme les autres jeunes de son âge et aimant aller dans la nature, ils sont même devenus scouts. Une activité le plus souvent en plein air qui au Brésil a des airs de petites formations militaires. On apprend aux jeunes la rigueur, le dépassement de soi, l'entraide, et on leur fait faire des parcours du combattant en les formant aussi au premier secours. Et le scoutisme a, semble-t-il, permis à Marco Aurelio et Marco Antonio de prendre plus confiance en eux après leurs premières années difficiles. En tant que jumeaux, Marco Aurelio et Marco Antonio se sont toujours beaucoup ressemblés. Et la seule différence permettant de les distinguer, c'est que Marco Antonio porte des lunettes et pas Marco Aurelio. Très proches l'un de l'autre, les 2 frères sont inséparables, ils passent la plupart de leur temps libre ensemble, et les week-ends par exemple, ils partent souvent, tous les 2, faire leurs activités de scout. En 1985, Marco Aurelio a 15 ans, et de l'avis de tous, c'est un adolescent heureux, un peu timide, mais ce ne l'a pas empêché de se faire de nombreux amis à l'école technique qu'il a commencé cette année-là. Tout va bien pour lui parce que, en juin, il vient de passer éclaireur senior, il est en quelque sorte monté en grade chez les scouts, après avoir passé diverses formations, et là il est en plus très content parce qu'il va aller camper avec son frère et ses copains scouts dans la nature. En effet, ils ont prévu de randonner sur le Pico dos Marins. Situé dans la Serra de Mantiqueira et culminant à 2422 mètres d'altitude, le Pico dos Marins est le 2e plus haut sommet de l'état de Sao Paulo. Au départ, il était prévu que Marco Antonio, son frère jumeau, l'accompagne. Mais là, il vient de tomber malade et il est obligé de rester à la maison. Et Marco Aurelio va donc partir seul, faire cette randonnée avec les scouts, et c'est la première fois qu'ils sont séparés. La veille du départ, le chef du groupe de scouts dont fait partie Marco Aurelio, nommé Juan Céspedes, vient dîner chez ses parents. Et il dort même chez lui parce que Juan et sa famille sont proches d'Ivo Simone, le père de Marco Aurelio. Ils se connaissent très bien et Juan est un chef scout considéré aventureux, autoritaire, mais très apprécié des jeunes. Le vendredi 7 juin 1985 au matin, Ivo Simone et Marco Antonio accompagnent donc Marco Aurelio et Juan, le chef scout. Ils l'accompagnent à la gare où ils retrouvent 3 autres jeunes scouts nommés Osvaldo Marrado, Ricardo Salvione et Ramatis Rom. Tous les 3 étant des adolescents à peu près du même âge que Marco Aurelio, sauf Osvaldo, qui est un peu plus vieux. Et il est prévu qu'ils partent ensemble en train jusqu'à la petite ville de Piquete dans l'état de Sao Paulo, qui est proche du Pico dos Marins.
Ivo et Marco Antonio disent au revoir à Marco Aurelio, ils lui souhaitent une bonne randonnée, sans savoir que c'est la dernière fois qu'ils le voient. Après environ 4 heures de train, Juan et les 4 scouts dont il a la responsabilité arrivent à Piquete, où ils sont reçus par Afonso Ravière, un guide local. Monsieur Ravière connaît très bien les lieux puisqu'il vit là depuis 30 ans. Et il habite dans une cabane modeste sur une grande propriété très rurale au pied de la montagne Pico dos Marins. Et Monsieur Ravière propose au groupe de scouts de camper sur son terrain, pas loin de sa maison. Tout le monde s'installe donc sur place, Marco Aurelio et ses copains montent leur tente, et vers 14h, Juan et les ados vont tous se baigner dans une rivière à quelques minutes de là. Jusqu'ici, tout va bien, rien d'anormal n'est à signaler, mais ça ne va pas durer. Et il va commencer à se passer des petits incidents troublants. Après la baignade, Marco Aurelio et ses camarades reviennent à leur campement. Et là, ils découvrent qu'il est complètement en désordre. Juan demande alors à Monsieur Ravière s'il a vu quelque chose. Mais l'homme lui répond qu'il n'a vu personne. Et que ce désordre a probablement été causé par des chiens errants. Une réponse un peu surprenante, mais bon, après tout, pourquoi pas ? On est à la campagne, et il arrive souvent qu'au Brésil, des chiens divaguent. Et sachant que rien n'a été volé, l'incident reste là. Par la suite, les heures filent, et en fin de journée, les scouts dînent en parlant de leur programme du lendemain. Et Marco Aurelio et ses amis sont tous très excités à l'idée d'aller randonner sur le Pico dos Marins. Quand l'obscurité arrive, tout le monde va se coucher sous la tente. Et détail un peu perturbant, l'un des 4 scouts, nommé Osvaldo, l'un des copains de Marco Aurelio, un peu plus âgé, a un sentiment étrange. Il a l'impression que, depuis qu'ils sont arrivés, lui et ses camarades sont surveillés. Il a l'impression que quelqu'un les espionne, sans vraiment savoir qui. Et il se passe d'autres choses bizarres. Osvaldo va déclarer par exemple plus tard que, quand il était dans sa tente, il a entendu quelqu'un dehors, il a entendu quelque chose rôder autour de la tente. Et que ces bruits lui ont même fait peur. Et Osvaldo n'est pas le seul à avoir remarqué des choses bizarres cette nuit-là. Juan, le chef scout, le seul adulte du groupe, a lui aussi senti quelqu'un en train de toucher sa tente. Et quand il est sorti, il n'a vu personne. Mais Osvaldo et Juan vont garder ça pour eux. Ils ne parleront de ces incidents que bien plus tard, après le drame qui va survenir dans la montagne. Le lendemain, le samedi 8 juin 1985, le petit groupe de scouts se lève et commence à se préparer. Parce que le grand jour est enfin venu, celui de faire la randonnée sur le Pico dos Marins. Il voit alors Afonso Ravière, le propriétaire des lieux, qui vit pas loin du campement, et à en croire l'un des scouts, Monsieur Ravière tient des propos peu rassurants. Il leur dit que des trafiquants de drogue fréquentent cette région assez sauvage, mais ça n'est pas tout. Il leur dit qu'un être venu d'une autre planète vivrait dans cette montagne, qui serait une sorte de portail. Le Pico dos Marins serait doté d'un grand pouvoir magnétique qui pourrait même attirer les ovnis. Le groupe de scouts écoute ce que leur raconte Monsieur Ravière, et ils ne savent pas trop quoi en penser. Ils se disent que le vieil homme est peut-être un peu fou, et ses propos peu rassurants ne les refroidissent pas du tout. Et une fois prêt, le petit groupe de scouts part en direction du Pico dos Marins. Même si ce pic montagneux présente des pentes assez raides, son ascension ne nécessite pas un équipement spécial, parce qu'il ne s'agit pas d'escalade, mais de randonnée. Et la marche jusqu'au sommet prend entre 4 et 6 heures. Le groupe commence donc sa randonnée sur le Pico dos Marins, et au début, tout se passe bien. Tout le monde passe un bon moment. Mais quelques heures plus tard, tout va changer, et cette sortie dans la nature va entrer dans l'histoire judiciaire brésilienne. Car tandis que le groupe arrive à une altitude d'environ 1200 mètres, il a fait la moitié de l'ascension, un accident se produit. En marchant dans un trou, Osvaldo chute et se blesse assez sérieusement au genou, ce qui l'empêche de marcher. Il est handicapé et ça arrive vraiment à un mauvais moment parce que ils sont en pleine montagne. Juan, le chef du groupe, décide alors d'arrêter la randonnée, de faire demi-tour et de ramener Osvaldo au campement. Ce qui paraît être une sage décision, mais en 1985, ils n'ont pas de téléphone portable et ils sont obligés de se débrouiller seuls. Incapable de prévenir les secours, ils décident alors de fabriquer une civière de fortune pour pouvoir ramener Osvaldo jusqu'au terrain de Monsieur Ravière. Donc là, le groupe fabrique une civière avec des branches d'arbres, ils installent Osvaldo dessus et ils commencent à descendre le sentier vers le bas de la montagne. Seulement, ils ne peuvent pas avancer très vite, et là, Marco Aurelio leur propose quelque chose. Plutôt agile et à l'aise dans la nature,
l'adolescent propose de partir seul devant le groupe en éclaireur pour aller trouver de l'aide plus rapidement. Et au début, personne n'est très chaud pour laisser partir Marco Aurelio seul. À commencer par Osvaldo, son copain scout un peu plus âgé, celui qui est blessé. Lui, il estime que le groupe ne doit pas se séparer, mais Marco Aurelio insiste. Et il insiste tellement que Juan, le chef du groupe, va accepter. Juan finit par dire à Marco Aurelio qu'il est d'accord à plusieurs conditions. D'abord, qu'il emmène avec lui son sifflet pour pouvoir se signaler en cas de besoin, et aussi prendre une craie pour pouvoir marquer son chemin et les guider. Le jeune scout part donc seul sur le 100 lieu. Et ce n'est rien moins que la plus grosse opération de recherche de personnes disparues dans l'histoire du Brésil qui commence. Plus de 300 personnes vont fouiller la région à la recherche d'indices pouvant indiquer ce qui est arrivé à Marco Aurelio. Et des gros moyens sont déployés. Hélicoptères, chiens, policiers, militaires, pompiers, secouristes, volontaires, etc. Depuis le début, cette affaire est assez curieuse, mais ça n'est pas terminé, parce qu'il va se passer un autre incident assez perturbant. La deuxième nuit des recherches, les scouts et amis de Marco Aurelio campent toujours sur la propriété de Monsieur Ravière, parce qu'ils sont restés là pour aider. Et tandis qu'ils s'apprêtent à dormir, ils entendent soudain des sifflements provenant de la forêt. Pour eux, c'est clairement un son de sifflet, tels que ceux qu'ils ont emportés avec eux, et sachant que Marco Aurelio avait un sifflet quand il est parti, ils commencent à se dire que c'est lui. Pensant que c'est peut-être Marco Aurelio qui est de retour, les scouts sortent de leur tente et se mettent à siffler à leur tour. Ils sifflent dans la forêt pour signaler leur position. Parce qu'ils se disent que Marco Aurelio est peut-être dans les bois, pas si loin d'eux, mais qu'il est perdu. En tout cas, ils n'entendent pas de cris, ils n'entendent pas de hurlements, ils entendent juste des sifflements qui sont quand même assez loin. Les scouts essayent donc de voir d'où proviennent ces sifflements, et d'après leur déclaration ultérieure, ils voient tout à coup des flashs éclairs de lumière dans les arbres. Ces lumières bleues, très étranges, elles clignotent 3 fois avant de disparaître. Et à cet instant-là, les mystérieux sifflements cessent aussi. C'est quand même assez étrange. Donc là, les adolescents ne comprennent pas trop ce qu'ils viennent de voir, et ils décident de rentrer à leur tente. Ils sont assez secoués par ce qui s'est passé, mais bon, ils réussissent quand même à retrouver le sommeil. Et quand le jour revient, donc le lendemain, ils vont voir sur place, à la recherche d'éventuelles traces. Seulement, ils ne trouvent rien. Ils ne trouvent aucune marque laissée sur le sol, et encore moins de Marco Aurelio. Et cet incident assez spécial va alimenter une théorie chez les ufologues, c'est-à-dire les spécialistes en phénomènes aériens non identifiés. Une théorie selon laquelle le jeune scout aurait été tout simplement abducté, c'est-à-dire enlevé, pris par une forme d'intelligence venue d'ailleurs. Et nous reparlerons de cette théorie un peu plus tard. Ce jour-là, comme les suivants, les recherches continuent sur le terrain. Et pendant 28 jours, des équipes au sol ratissent la montagne et aussi la propriété de Monsieur Ravière. Mais tous ces efforts ne produiront aucun résultat. On ne retrouvera pas Marco Aurelio ou un seul de ses vêtements ou objets qu'il transportait avec lui. Et comme l'a déclaré l'un des participants, si Marco Aurelio n'a pas été retrouvé, c'est qu'il n'était plus dans les environs. Parce que s'il était là, nous l'aurions trouvé. Même si la thèse accidentelle est souvent pertinente dans les affaires de disparition dans la nature, il faut quand même préciser que le Pico dos Marins n'est pas recouvert d'une jungle impénétrable comme en Amazonie. Non, le Pico dos Marins est recouvert d'une simple forêt. De plus, on voit la civilisation, on voit la ville depuis le haut de cette montagne. Et sachant que Marco Aurelio était en plus un adolescent débrouillard, on comprend pas comment il a pu se perdre. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de descendre la pente. Et en plus, la météo était très bonne ce jour-là, il n'y avait pas de brouillard, la visibilité était parfaite. Voilà pourquoi beaucoup doutent que Marco Aurelio ait pu se perdre sur le Pico dos Marins. Alors, qu'est-il arrivé au jeune scout ? Vu qu'on n'a pas réussi à le localiser dans la montagne, malgré des recherches à grande échelle, la police va douter que Marco Aurelio ait eu un accident. Elle va plutôt privilégier la piste criminelle et s'intéresser à une personne en particulier. Et cette personne, c'est Juan Céspedes. Le chef du petit groupe de scouts est ouvertement suspecté par la police d'avoir joué un rôle dans la disparition de Marco Aurelio.
Parce qu'on sait que certains adultes peuvent avoir des comportements très inappropriés avec des ados, je ne vais pas vous faire dessin, je pense que vous avez compris. Et Juan a donc été suspecté, même s'il n'avait pas d'antécédents en la matière. Le chef scout est étroitement questionné, il passe un test polygraphique surnommé abusivement détecteur de mensonges, et aurait même été malmené par la police brésilienne qui utilisait apparemment des méthodes musclées à l'époque. Mais tous ces interrogatoires n'ont rien donné, Juan n'a jamais rien avoué. Le chef scout a toujours clamé son innocence. Juan a sans doute dit la vérité, mais il va quand même être jugé irresponsable par pas mal de monde. On va juger irresponsable parce qu'il a commis un certain nombre d'erreurs lors de cette sortie dans la nature. Comme par exemple ne pas avoir eu recours au service de Monsieur Ravière, qui était un guide local. En guise d'explication, Juan va dire qu'il avait cru comprendre que Monsieur Ravière n'avait pas le temps, ce qui n'était pas vrai en fait. Juan préférait, selon toute évidence, partir seul parce qu'en plus c'est pareil, il avait refusé qu'un autre groupe scout l'accompagne. Mais sa plus grosse erreur dans cette histoire aura été de laisser partir Marc Aurelio seul. Il n'aurait jamais dû le laisser partir comme ça, parce qu'en plus, l'une des règles de base chez les scouts est de ne jamais se séparer. Juan Céspedes est donc suspecté par la police, mais il ne sera jamais inculpé faute de preuves. Ou tout simplement parce qu'il était innocent. C'était peut-être le cas parce que la police brésilienne a apparemment eu d'autres soupçons sur une autre personne, Osvaldo Marrado. Osvaldo, qui était l'un des amis scouts de Marco Aurelio, un peu plus âgé que lui. Et des années plus tard, Osvaldo va déclarer dans une interview avoir lui aussi été questionné de manière brutale par la police. Comme Juan. À mon avis, les policiers voulaient savoir si Osvaldo avait été témoin de quelque chose, d'un comportement inapproprié de Juan peut-être, parce qu'on ne voit pas vraiment à quel moment et comment Osvaldo aurait pu faire du mal à Marco Aurelio. Osvaldo s'était sérieusement blessé au genou, il était sur une civière. Et Osvaldo, comme Juan, n'a jamais été inculpé de quoi que ce soit. C'était certainement une fausse piste. Refermons temporairement la piste criminelle, on va parler d'autres théories envisageables parce que beaucoup d'hypothèses ont été avancées pour expliquer la disparition de Marco Aurelio. Comme celle d'une attaque par un jaguar, par exemple. On sait que des animaux sauvages, des fauves, vivent dans les montagnes brésiliennes, mais c'est peu probable ici parce que une attaque animale laisse des traces. Elle laisse une scène de lutte dans la forêt et souvent des traces de sang, des restes et des ossements. Et ici, on n'a rien trouvé tout ça. L'hypothèse d'une fuite volontaire a aussi été vérifiée par la police parce que, rappelez-vous, quand le groupe de scouts était revenu au campement, ils avaient vu que le sac à dos de Marc Aurelio était ouvert près de sa tente. Ce qui pouvait laisser penser qu'il était revenu et reparti. D'autant plus que plusieurs témoins vont ensuite se manifester et affirmer qu'ils auraient vu l'adolescent. Toutes ces pistes, tous ces témoignages vont être vérifiés par la police, mais ça mènera à chaque fois dans une impasse. Et à vrai dire, dans cette affaire, une fuite volontaire n'a pas vraiment de sens ici. D'ailleurs, Monsieur Simone n'y a jamais cru. Non seulement Marco Aurelio n'avait aucune raison apparente de partir, mais surtout pas dans ces conditions lors de cette randonnée. Comme dans de nombreux cold cases, l'affaire Marc Aurelio Simone va s'étirer sur des années. Et en 1990, elle va même être classée par la justice brésilienne, qui n'a pas réussi à faire la lumière sur cette disparition. Par la suite, 2 décennies vont passer, 20 ans durant lesquels aucun élément nouveau réellement important ne va apparaître. Mais en 2021, 26 ans après la disparition de Marc Aurelio, un coup de théâtre assez incroyable va se produire. Alors qu'Afonso Ravière, l'homme chez qui les scouts avaient campé au moment des faits, est mort depuis longtemps, sa fille décède en 2021 d'une maladie respiratoire à l'hôpital. Mais peu de temps avant de partir, elle fait une confidence surprenante. Sur son lit de morte, elle aurait expliqué que le 8 juin 1985, le jour de la disparition de Marc Aurelio, l'adolescent serait effectivement revenu au camp des scouts, mais que le jeune serait tombé sur Joao Carlos, le fils de Monsieur Ravière, et donc le frère de cette femme. À l'époque, Joao Carlos, âgé de 35 ans, souffrait de problèmes mentaux. Il était souvent agressif avec les autres, et il devait prendre un traitement pour contrôler ses pulsions. Lorsque Marco Aurelio serait revenu au campement ce jour-là, il serait tombé sur Joao Carlos, qui l'aurait tué d'un coup de fusil de chasse. On ne sait pas trop pourquoi il aurait fait ça, mais bon, il n'avait peut-être aucune raison, parce que c'était un déséquilibré mental. Elle aurait expliqué que
João Carlos aurait donc commis un meurtre, mais ça n'est pas tout. Quand son père, M. Javier, s'en serait rendu compte avec horreur, il aurait décidé non pas de prévenir la police, mais de cacher le corps de l'adolescent. Et il aurait enterré Marco Aurelio dans la terre sous son propre lit. Il aurait caché son corps dans sa maison. Et si cette révélation est véridique, elle est quand même assez glauque. En 2021, cette nouvelle fait l'effet d'une bombe auprès d'Ivo Simone, le père du scout disparu. L'information est transmise à la justice brésilienne qui déclassifie alors l'affaire pour vérifier cette nouvelle piste d'enquête. La police mène des fouilles dans la maison de M. Javier. De nombreux trous sont creusés pour tenter de retrouver les éventuels restes de Marco Aurelio. Cependant, on ne trouvera rien. On ne trouvera aucun ossement humain, juste un os de poulet. Et cette affaire est vraiment dingue, comme je vous ai dit, parce que, autre mystère dans le mystère, on va apprendre que João Carlos, le fils de M. Javier, qui est accusé du meurtre du scout, a lui aussi mystérieusement disparu en 1989, soit 4 ans après Marco Aurelio. Et personne ne sait où il est depuis. On a complètement perdu sa trace. Cette affaire prend une tournure inattendue, mais ça n'est pas terminé. Parce qu'une autre fille de M. Javier, qui est toujours vivante, elle, va aussi apporter un témoignage troublant. Elle va dire qu'en fait, après les faits, M. Javier, qui n'avait jamais aimé son fils, l'aurait supprimé et aurait enterré son corps à côté de celui de Marco Aurelio. Il aurait caché les deux corps quelque part sur sa propriété. En septembre 2022, la police brésilienne mène donc de nouvelles recherches sur l'ancienne propriété de M. Javier. Elle fait venir sur place des chiens spécialisés pour détecter d'éventuels restes humains. Mais ils trouveront seulement des matières organiques sans rapport avec l'affaire. En 2023, plus récemment, les policiers vont recourir cette fois à des géoradars pour sonder le sol et repérer des anomalies. Des drones vont aussi être utilisés pour détecter des ossements enterrés sur la propriété. Car ces drones disposent d'une technologie capable de détecter des matériaux même à de grandes profondeurs. Mais toutes ces nouvelles tentatives se sont révélées vaines. On n'a rien trouvé. Aussi, il faut se demander si les filles de M. Javier ont bien dit la vérité. Ce dossier est à s'arracher les cheveux. Ces dernières années, M. Simone a fait produire un portrait vieilli de Marco Aurelio en se basant sur l'évolution physique de son frère jumeau, Marco Antonio. La justice brésilienne qui avait classé l'affaire en 1990 l'a rouvert dans les années 2020. Mais force est de constater qu'on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à cet enfant. Et drame dans le drame, la mère de Marco Aurelio est malheureusement décédée en 2015, sans savoir ce qui est arrivé à son fils. Et depuis, son père Ivo poursuit ses efforts seul. Il passe régulièrement dans les médias brésiliens, sur les réseaux sociaux, pour ne pas qu'on oublie le scout disparu. Est-ce que Marco Aurelio pourrait être toujours en vie à l'heure actuelle ? Nul ne le sait, mais certains observateurs pensent que oui. Car plusieurs témoins ont déjà rencontré des vagabonds ressemblant à Marco Aurelio dans cette région de l'état de São Paulo. Ces vagabonds ont été retrouvés à chaque fois par la police, leur ADN a été testé, et à chaque fois on a constaté que c'était des erreurs. Des erreurs d'identification. La disparition de Marco Aurelio est un véritable casse-tête parce que, 40 ans après les faits, toutes les hypothèses restent sur la table. Il est très difficile de se prononcer, de trancher, parce qu'en fait, on ne peut écarter aucune hypothèse. Les deux principales étant l'accident et le crime. Mais des théories un peu folles ont aussi émergé à cause de certains détails très curieux. Comme les mystérieuses lumières clignotantes bleues qui auraient été vues par les scouts dans les arbres. Certains n'ont pas hésité à dire que ces lumières venaient d'ailleurs, et que le scout aurait été pris par des extraterrestres. Et désespérés d'avoir des réponses, Monsieur et Madame Simone, les parents de Marco Aurelio, se sont même rendus à Brasilia à l'époque pour parler à un général de l'armée de l'air et obtenir des explications. Des explications qu'ils n'ont jamais reçues. On ne sait pas trop quoi penser de ces lumières, mais certains sont sceptiques. Car Afonso Javier, chez qui campaient les scouts, a également été témoin de l'événement. Et il n'était pas d'accord avec les jeunes, affirmant que ces lumières non identifiées provenaient en fait de maisons éloignées de la région. Ces lumières étaient donc bien d'origine humaine et pas extraterrestre. Les enfants auraient donc fait erreur, ce qui écarte donc la piste des ovnis et nous ramène vers des explications plus rationnelles. En ce qui concerne les sifflements entendus à ce moment-là par les témoins, les scouts, là il est impossible de se prononcer. C'était peut-être effectivement Marco Aurelio qui était perdu dans la forêt, ou alors ces sifflements étaient complètement sans rapport avec l'affaire.
Si vous vous souvenez bien, il s'était passé aussi des incidents un peu curieux, un peu bizarres, avant la disparition de Marco Aurelio, comme le campement en désordre, ou alors les personnes qui avaient l'air de rôder autour du campement. Et on va maintenant essayer d'apporter un peu de lumière là-dessus. L'une des possibilités, c'est que c'était peut-être Joao Carlos, le fils de Monsieur Ravière, qui leur faisait des blagues de mauvais goût. Parce que le gars était de l'avis de tous assez agressif et malveillant. Et c'est peut-être lui qui s'est amusé à tourmenter le groupe de scouts, avant de finalement commettre l'irréparable. Ou pas, parce que sa culpabilité n'a jamais pu être prouvée, dans la mesure où on n'a jamais su où il était passé, vu qu'il a lui aussi disparu. La piste Joao Carlos, celle du fils de Monsieur Ravière, reste quand même assez intéressante, même s'il n'est pas possible d'aller plus loin, faute d'éléments. Mais pour embrouiller un peu plus les choses, peut-être que Joao Carlos était aussi innocent. Car il y a encore une autre possibilité, une information que je ne vous ai pas encore donnée, c'est que, à l'époque, Monsieur Ravière a révélé que un mystérieux groupe baptisé Orboleta Azul ou Papillon Bleu venait parfois sans autorisation sur sa propriété, qui était très grande. Les membres de ce groupe, qui étaient qualifiés de perchés par les gens du coin, venaient faire des rituels ésotériques dans les bois. Ces gens croyaient au magnétisme et aux pouvoirs spéciaux du Pico dos Marins. C'est pourquoi ils venaient parfois sur la propriété de Monsieur Ravière, mais en toute illégalité. Et Afonso Ravière a expliqué que la nuit précédant la disparition de Marco Aurelio, il aurait vu des membres du groupe Papillon Bleu dans la forêt non loin de chez lui. Est-ce que quand il est revenu seul au campement le lendemain, Marco Aurelio ne serait pas tombé sur ces gens qui l'auraient kidnappé ? C'est possible, mais bon, la police brésilienne a fait des vérifications, elle a mené une enquête et n'a trouvé aucun élément permettant de relier le groupe Papillon Bleu à la disparition de l'adolescent. C'est donc retour à la case départ. En conclusion, faites-vous votre propre opinion sur cette affaire. Une affaire que personne n'a réussi à résoudre jusqu'à présent. Depuis 40 ans, le mystère Marco Aurelio Simone reste entier. Mais son père Ivo, qui est toujours vivant, jure que malgré la douleur, il continuera son combat pour la vérité jusqu'au bout. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit, cette affaire est vraiment du genre à vous retourner le cerveau. Et si vous avez votre propre théorie, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, à la partager. Ça sera sûrement intéressant de la lire. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie bien entendu de mettre un like, un pouce en l'air, et aussi de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou ailleurs, où vous voulez. Parce qu'un petit partage ne coûte rien, et c'est un grand coup de pouce donné aux créateurs de contenu. Et pour ne louper aucune future vidéo et aussi soutenir la chaîne, je vous remercie aussi de vous abonner en activant la cloche. Si vous avez trouvé l'intrus dans la vidéo d'aujourd'hui, mettez la réponse en commentaire avec le timecode, et si vous êtes le premier à le trouver, votre commentaire sera épinglé en haut des autres commentaires. Faudra quand même attendre quelques jours, histoire de laisser les autres chercher. Si vous ne savez pas encore regarder maintenant, d'autres vidéos de disparition mystérieuses dans la nature vont vous être proposées dans quelques instants. En ce qui nous concerne, on va se retrouver prochainement sur la chaîne, donc une nouvelle vidéo dans 10 jours, dimanche dans 10 jours. Je compte sur votre présence comme d'habitude, et en attendant, ne disparaissez pas.